elle aurait entendu Zanele tousser violemment dans la pièce voisine et en arrivant, elle l'aurait trouvée agonisante, se plaignant de douleurs insupportables et suppliant d'être ramenée immédiatement à l'hôpital. Donc, Rosemary aurait suivi donc les besoins de Zanele et elle l'aurait transportée dans un autre établissement hospitalier que celui dans lequel elle avait été précédemment. Et dès qu'elle arrive à l'hôpital, Zanele est déclarée décédée 6 minutes seulement après son arrivée. Curieusement, l'autopsie va révéler qu'elle avait des côtes fracturées, un foie gravement endommagé, des blessures qui sont bien plus graves que celles observées à l'hôpital la veille et, comme toujours, l'enquête n'aboutira pas. Quant à Rosemary, elle va sans scrupule encaisser l'assurance qui s'élève à 120 000 pounds et cette fois-ci, elle ne contribuera même pas d'un centime aux obsèques. La 5e victime de Rosemary sera son neveu William Mayeni. Alors, la famille enterre Zanele, le temps passe et on arrive à 10 mois après le décès de Zanele. À ce moment-là, William devient la 5e victime. Son corps est découvert près de Clairville, à Oliphant Fountain, portant de graves blessures à la tête. Et il meurt en fait le jour même où il avait prévu de rencontrer sa tante Rosemary. Élément crucial dans ce dossier, les données de géolocalisation du téléphone de Rosemary vont la placer sur les lieux mêmes du crime au moment du décès de son neveu. Pour sa défense, Rosemary va expliquer en fait qu'elle a déposé son neveu la veille dans un garage près de Victoria sur la R21 et que c'était juste une coïncidence fortuite qui se présentait dans le dossier. Malgré ces éléments qui sont quand même troublants, elle n'est pas du tout considérée comme suspecte, mais il y a un fait révélateur. Rosemary avait déjà souscrit 2 assurances vie au nom de son neveu Mayeni à son insu, en même temps que sa sœur Zanele. Mais pour la première fois finalement, Rosemary ne va pas du tout réclamer les indemnités d'assurance vie. La police commence à la soupçonner d'une certaine manière, on commence à la surveiller de près compte tenu des circonstances de la mort de Mayeni. Et donc elle va s'abstenir de demander des indemnités. Et le fait qu'elle se soit abstenue va faire en fait qu'elle va d'une certaine manière mettre fin elle-même, sans le vouloir, au caractère lucratif de ces crimes. Cette absence de réclamation marque un tournant. Les soupçons commencent enfin à peser sur Rosemary, mettant d'une certaine manière fin à sa série d'assassinats lucratifs. Mais ce n'est que bien plus tard que finalement le mobile du meurtre concernant Mayeni va se préciser. En fait, Mayeni avait découvert que sa tante Rosemary avait souscrit des assurances vie au nom de sa sœur Zanele et qu'elle s'était approprié l'argent de ces assurances vie, privant ainsi les enfants de Zanele de cet héritage que leur avait laissé leur mère. Il voulait confronter sa tante pour obtenir des explications et c'est cette décision-là de vouloir la confronter qui lui a été fatale. Quand Rosemary va rencontrer Mayeni, elle va malheureusement procéder entre guillemets à son meurtre, elle va l'assassiner. Alors, on arrive ensuite à la 6e victime et là c'est la fille de Rosemary et de Maurice eux-mêmes. En fait, dans l'année 2017, elle est décédée dans des conditions qui sont très floues, dont on ne peut déterminer s'il s'agit de Rosemary ou non. Et en 2017, la macabre série en fait, de crimes de Rosemary atteint un peu son apogée justement avec la mort de cette petite fille, Makanani Mabasa, née de sa relation avec Maurice Mabasa, sa 3e victime. En fait, les circonstances du décès de cet enfant sont particulièrement troublantes et les détails exacts du crime sont restés flous. Toutefois, il est établi que Rosemary avait une fois encore souscrit une assurance vie au nom de sa fille avant son décès.
Et selon les comptes rendus judiciaires, ce cas fait partie des charges qui avaient été retenues contre elle, malgré l'absence de lien direct qu'on n'avait pas réussi à formellement établir tout au long de l'enquête. Mais ici, c'est le mode opératoire de Rosemary qu'on va retrouver et qui va permettre en fait de relier la mort de sa fille à sa série de crimes. Elle souscrit une assurance vie peu avant la mort de la victime. La victime décède dans des circonstances mystérieuses. Elle est désignée comme bénéficiaire unique de l'assurance vie et dès que la personne décède, elle va toucher à cet argent. La mort de Makanani, comme je le disais tout à l'heure, marque un tournant dans l'enquête. C'est en partie cet événement en fait qui va pousser les enquêteurs à examiner de plus près la série de décès qui entoure ce personnage de Rosemary. Le fait qu'elle ait potentiellement ciblé sa propre fille renforce les soupçons sur son implication dans les meurtres précédemment étudiés. Et d'un point de vue humain, je dois dire que cette 6e victime présumée illustre la froide détermination de cette tueuse en série, pour qui même les liens de famille finalement les plus sacrés ne constituent pas une barrière à ses plans criminels. Et elle soulève aussi des questions qui sont quand même troublantes sur la possibilité que d'autres décès non élucidés aujourd'hui puissent lui être attribués. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de ce qui a été formellement attribué à Rosemary, mais qui sait ce qui existait déjà? En tout cas, il faut noter que les détails sont limités parce que les procédures judiciaires ont principalement mis l'accent sur les 5 premiers crimes pour lesquels les preuves étaient beaucoup plus tangibles. Mais la mort de Makanani reste un élément très important dans la compréhension de l'ampleur des actes de Rosemary Ndlovu. Après la mort de la petite, on arrive au 22 janvier 2018. En fait, Audrey, la sœur de Rosemary, lorsqu'elle décède, Rosemary décide de prendre sous son aile Brillant Masengo, son neveu. Elle promettant de veiller sur son éducation, son avenir. Mais derrière cette façade bienveillante se cache, vous le savez maintenant, un objectif qui est beaucoup plus sombre. En fait, les années passent, Brillant devient un jeune homme et un jour il découvre, par pur hasard d'ailleurs, que sa tante avait touché 41 991 € d'assurance vie après le décès de sa mère. Il est choqué, il est furieux et il décide d'exiger des explications à sa tante. Comment est-ce que celle-ci a pu contracter des assurances vie sur la vie de sa mère, qu'il n'en ait pas été au courant et qu'il n'ait pas profité finalement de cet héritage qui aurait pu lui être laissé en fait? Rosemary feint de comprendre et elle donne rendez-vous à son neveu à un endroit et en fait c'est un guet-apens qu'elle va en fait lui tendre. Concrètement, le 22 janvier 2018, il contacte Rosemary, il lui demande des comptes et sans se démonter, elle lui propose un rendez-vous à Bombela en feignant une discussion ouverte. Ce sera, bien comme je le disais tout à l'heure, un guet-apens. 2 jours plus tard, le 24 janvier, le corps de ce jeune homme est retrouvé près du marché de Bushbuck Creek et il présente de graves traumatismes crâniens, une signature qui est désormais familière dans les meurtres de Rosemary. L'autopsie ne laisse aucun doute ici. Brillant a été violemment frappé à la tête et son décès ne doit rien au hasard. L'enquête va très rapidement mettre en lumière la préméditation glaçante de Rosemary. En fait, bien avant la confrontation avec son neveu, elle avait déjà planifié sa disparition. Elle avait souscrit entre 2 et 4 polices d'assurance à son nom, allant jusqu'à le déclarer comme étant son propre fils, pour faciliter donc les démarches après le décès. Mais cette falsification qui était censée lui permettre d'encaisser l'argent plus facilement va finalement se retourner contre elle. Parce que les assureurs vont refuser toute forme d'indemnisation. Et c'est seulement devant le tribunal, calculé finalement par les preuves, que Rosemary Ndlovu finira d'ailleurs par avouer avoir effectivement souscrit des assurances vie
pour Briand et un aveu qui va peser lourd au moment de sa condamnation. Ce dernier crime va cristalliser sa froideur absolue. Pour elle, les membres de sa famille ne sont que des sources de revenus potentiels, des pions qu'elle peut sacrifier pour quelques rentes sans aucun remords. Mais ce meurtre-ci sera le dernier. La police, cette fois, a suffisamment d'éléments pour mettre un terme à sa funeste série. L'impitoyable tueuse en série est enfin arrêtée et traduite en justice. Mais son arrestation, elle est digne d'un film. En fait, tout bascule le 7 mars 2018. Rosemary contacte Vincent Koné, qui est un homme qu'elle connaît bien et qu'elle considère un peu comme son homme à tout faire. Cette fois, la mission qu'elle lui confie dépasse tout ce qu'elle avait déjà orchestré jusque-là. Elle lui demande de brûler vive sa propre sœur, Joyce, ainsi que ses 5 enfants dans leur maison. Mais avant d'en arriver là, on va juste revenir un tout petit instant sur le lien qui unit Rosemary à Vincent. Comme je l'ai dit depuis le départ, Rosemary était dans la police. Entre 2011 et 2012, dans le cadre de son travail, elle arrête Vincent pour possession d'armes à feu. L'affaire ne tient pas et il finit par être blanchi dans cette affaire, tout simplement. Mais au lieu de rompre tout contact avec Vincent, la policière et l'ancien détenu vont tisser une relation qui est un peu trouble. En fait, Vincent devient très rapidement son homme de main, prêt à exécuter de basses besognes dont aurait besoin Rosemary. En 2017, Rosemary lui confie une première mission, assassiner sa sœur Gladys à Temissa. Il est un peu troublé par cette demande et il décide de ne pas agir seul, mais de solliciter l'aide d'un complice, Lakiwe Kizé. La récompense est fixée à 15 000 rands. Comme premier raconte, Rosemary va leur remettre 500 rands, qui est équivalent à peu près 41 € pour qu'ils puissent payer moins l'essence. Mais le crime, lui, n'aura jamais lieu parce que Vincent et Kizé renoncent à tuer Gladys et préfèrent ensuite éviter Rosemary pendant plusieurs mois. Février 2018, un an après cet échec, Rosemary décide de se passer de Vincent et s'adresse directement à Kizé. Cette fois-ci, la cible est encore plus choquante, c'est sa propre mère, Maria Nyavala Mushwana, qui vit à Bushbuck-Ridge. En fait, là, le contrat est fixé à 2600 rands. Rosemary elle-même va prendre le volant. Elle conduit Kizé sur les lieux. Elle lui désigne la maison de sa mère. Mais une fois sur place, le tueur à gages improvisé va flancher. En fait, il va déclarer au tribunal qu'arrivé chez Maria, la maman de Rosemary, il trouve une vieille femme qui est fragile, qui est épuisée par la vie. Et en fait, l'idée de l'empoisonner, de l'étrangler, d'incendier sa maison lui devient juste insoutenable en fait. Et donc, au lieu d'exécuter le plan, il va simplement décider de lui demander un verre d'eau. Il boit son eau, puis il disparaît en pochant l'argent de Rosemary. Un mois plus tard, toujours avide d'argent, n'est-ce pas? Rosemary revient à son premier complice, Vincent. Alors cette fois, elle lui confie une mission qui est d'une cruauté sans précédent. Il faut non seulement tuer Joyce, sa sœur, mais également ses 5 enfants, dont un bébé de 5 mois. Elle lui explique en fait qu'elle souhaiterait qu'au milieu de la nuit, pendant que sa sœur est en train de dormir avec ses enfants, Vincent entre dans la maison, les attaque, les étrangle, met le feu à la maison et ensuite il ressort. Elle lui précise très clairement qu'elle ne veut aucun survivant. Tous doivent périr dans cet incendie. Même Vincent, qui est pourtant habitué aux requêtes sordides de Rosemary, est assez horrifié par cette requête, mais ne laisse rien paraître. Il accepte la mission, tout en sachant qu'il ne l'exécutera jamais. Mais cette fois-ci, il va prendre une décision radicale et qui va mettre fin à toute la cabale de Rosemary. Il va tout raconter
à la police. Et c'est grâce à son témoignage que les autorités vont finalement monter une opération d'infiltration. Le jour de la mission, Rosemary demande à Vincent de le retrouver donc à l'hôpital Castelnulph où elle s'était enregistrée en fait pour se créer un alibi médical. Quelques heures plus tard, Vincent est arrivé avec un véhicule, Rosemary monte dedans et elle prend le volant et elle ne sait pas en fait que la voiture en question est truffée de caméras cachées. Et aux côtés de Vincent se trouve quelqu'un qu'il présente comme un complice, mais qui en réalité est un policier sous couverture. Ils prennent la route, ils s'arrêtent à une station-service. Rosemary achète 2 litres d'essence pour 29 rounds et elle les remet au tueur supposé. En remettant cet argent, elle scelle sans le savoir sa propre perte parce que absolument tout est enregistré. Là, je vous fais avec des voix IA pour que vous ayez une idée. Le flic. Dites-nous ce que vous voulez que nous fassions. Vous pouvez entrer, les étrangler et ensuite les brûler mais poignarder ou tirer non. C'est pas pour là-bas. C'est un homme ou une femme? C'est une femme, une jeune femme. C'est elle et ses 5 enfants, les enfants sont tous jeunes. La plus jeune n'a même pas un an, je pense que les autres ont environ 3 ans, 7 ans et 14 ans. Nous allons tous y aller. Je vais l'appeler pour qu'on se retrouve quelque part, vous pouvez vous garer un peu plus loin, je vais lui donner ces pilules, je lui dirai qu'elle peut le prendre le soir car il donne sommeil et ensuite vous pouvez entrer. Même s'ils ne prennent pas de pilules, allez. Le flic est sous couverture, fait l'étonner tout simplement. Et Rosemary lui dit, j'ai dit que même si elle ne prend pas cette pilule, allez-y. Le flic lui répond, On devrait s'en tenir au plan. Les polices d'assurance vont y payer pour ces enfants. Cela ne rapportera rien pour les enfants mais seulement pour elle, mais vous savez quand les épargnants vous laissez des témoins alors qu'une maison qui brûle tout brûle avec elle. Tout ce qu'il y a dedans? Oui. Et personne ne saura jamais si c'était une bougie, une petite amie, ou quelque chose qui a explosé à la maison ou si elle brûlait elle-même des trucs qu'elle a peut-être obtenus par des guérisseurs traditionnels. quand une maison brûle, c'est parfois un ex-petit ami qui met le feu. Un incendie peut être causé par n'importe quoi, même si un défaut électrique, ce n'est pas grave tant que la maison brûle. On ne prête pas beaucoup attention au cas d'incendie. Mais quand il s'agit d'armes à feu ou de couteaux, la police enquête sur ces décès. Vous voyez qu'elle est en train de donner tout ce qu'il faut comme élément pour permettre en fait aux personnes qui vont attaquer de savoir qu'ils peuvent y aller. Et elle continue en disant que les assurances vie vont supposer qu'ils ont été tués dans l'incendie, qui s'est retourné contre eux, etc. Et donc ils nous paieront, ils ne réclameront rien, mais que par contre, si on les tue, si on les poignarde, là par contre il y aura une vraie enquête, ça sera difficile. Là, Rosemary enchaîne en parlant en fait de son alibi. Elle dit qu'elle sera de retour à l'hôpital, qu'elle serait comme quelqu'un qui ne sait rien du tout. Et dès qu'elle aura reçu la nouvelle, elle va se libérer de l'hôpital, elle va rentrer vite à son domicile et elle commencera alors à préparer les funérailles, puis elle ira réclamer en fait les assurances vie. Le flic lui dit quand est-ce que la réclamation des assurances vie aura lieu? Et Rosemary lui répond la semaine prochaine, l'argent sera là dès la semaine prochaine, probablement vendredi. Donc le flic lui dit nous serons donc réglés d'ici la semaine prochaine, on s'occupera bien de nous. Évidemment, Rosemary le rassure en lui disant absolument allez-y, assurez-vous que vous faites bien le travail et on s'occupera de vous. Le flic lui dit encore, ça veut dire que tu vas nous emmener au Kaiser's Palace? Rosemary lui répond, mais s'il vous plaît, n'utilisez pas d'armes à feu ou de couteau. L'utilisation de ces choses aura pour conséquence que l'argent ne sera pas versé. Ici, c'est un village, ce genre de mort n'est pas courant. Donc, elle connaît tout en fait de la psychologie du quartier. Donc, pas d'armes à feu. Le feu, c'est le mieux.
Rosemary continue en disant si quelqu'un se fait tirer dessus dans un village, c'est généralement un homme d'affaires. Donc le feu est mieux. Elle insiste sur le feu. Il y a un enregistrement qui révèle donc tout son plan macabre. Elle détaille comment étrangler puis brûler les victimes. Elle explique pourquoi éviter les armes à feu et les couteaux, beaucoup trop suspects pour le quartier. Elle propose de droguer les victimes avec des somnifères. Elle calcule déjà les délais pour toucher l'assurance. C'est abominable, franchement. Malheureusement pour Rosemary, la police l'attend déjà à la station-service suivante. En fait, dès qu'elle descend du véhicule, elle est encerclée, menottée et évidemment arrêtée. Et son arrestation marquera la fin de sa carrière criminelle, mais aussi le début d'une enquête qui va révéler des horreurs encore plus glaçantes. Parce que au moment de son arrestation, Rosemary avait déjà empoché 1,4 million de rand. Cet argent, elle n'en a rien fait de concret. Elle l'a joué dans les casinos. Peu après son interpellation, il y a un nouveau dossier qui a été ouvert, celui de son fils, Jonty Kulumani Koza. Et ce que les enquêteurs découvrent dépasse pour eux l'entendement au-delà de tout ce qu'ils ont déjà vu au cours de cette enquête. Parce que Jonty vivait jusqu'alors chez sa grand-mère, Maria, à Bushbuck Ridge. Il menait une vie simple, à l'abri des manigances de sa mère, il ne la dérangeait pas. Pourtant, un jour, Rosemary décide qu'il est temps pour son fils de quitter donc la maison de ses grands-parents et de venir rejoindre sa mère à Johannesburg. Mais en fait, elle prépare là le dernier voyage de son fils. Parce que dès que le jeune garçon quitte Bushbuck Ridge, il ne se doute pas du tout que sa mère a prévu quelque chose de macabre pour lui. Et à son arrivée à Johannesburg, il ne trouve pas de nouvelle vie, pas une maison accueillante, mais plutôt la mort, car très peu de temps après son arrivée, Jonty va mourir brutalement. Et lorsque la dépouille de l'enfant est donc renvoyée à Bushbuck Ridge, décidément ce nom ne veut pas rentrer, pour être enterré par la famille, en fait la famille est sous le choc, parce que Jonty était parfaitement en bonne santé avant son départ. Ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé à Johannesburg, et l'enquête va révéler rapidement que le mobile en fait du crime c'était l'argent, évidemment, parce que le père de Jonty, Koza, lui avait laissé un fonds conséquent, une somme qui était destinée à lui être versée à sa majorité seulement, lorsqu'il aurait atteint ses 18 ans. Mais cette fortune-là, Rosemary ne pouvait pas y toucher. Pour en bénéficier, il fallait soit attendre que Jonty devienne adulte, soit obtenir sa signature, ou alors il y avait une seule solution beaucoup plus radicale, une qui permettrait de court-circuiter toute la bureaucratie, une qui transformerait immédiatement l'héritière en unique bénéficiaire. C'était la mort évidemment de Jonty. Et une fois Jonty mort, Rosemary s'est effectivement empressée d'aller réclamer les fonds qui lui revenaient. Mais contre toute attente, l'accès au compte de son garçon, de son fils, lui a été refusé. Parce que les banques se sont rendues compte en fait, qu'il y avait une procédure spécifique à respecter. Peut-être parce qu'une signature posthume n'était pas possible, un document qu'elle n'avait pas. On ne sait pas exactement. Quoi qu'il en soit, son plan est tombé à l'eau. Et en fait, Jonty est mort pour rien parce qu'elle n'a jamais, in fine, réussi à entrer en possession de cet argent. Tout ceci va nous permettre du coup d'arriver au procès de Rosemary. À ce stade-là, il n'y a plus de doute pour la police. Rosemary Ndlovu n'a jamais vu ses proches que comme une source de revenus. Voilà, une source de revenus. C'était pas de la famille, c'était une source de revenus potentiels. Des cibles à éliminer, une fois des papiers réglés, tout simplement. Son mode opératoire est devenu une mécanique qui est quand même très très bien rodée au fil du temps.
Comme je le disais tout à l'heure, elle souscrit plusieurs polices d'assurance sur la tête d'une de ses victimes. Elle modifie les déclarations pour qu'elle en soit la seule et unique bénéficiaire. Et ensuite, elle attend le bon moment. Une fois que le bon moment est arrivé, elle s'assure que la mort semble naturelle, accidentelle ou criminelle, mais sans lien direct avec elle. Elle encaisse ensuite l'argent et passe à la prochaine cible. Seulement, cette fois, avec son arrestation, le cycle s'arrête. Le dossier de Gentil, qui a été ajouté à la longue liste des crimes qu'elle avait déjà commis, va finir de sceller son sort et bientôt le nom de Rose-Marie Louvaux ne sera plus seulement celui d'une ex-policière corrompue, mais il deviendra également synonyme d'avidité monstrueuse et de trahison ultime. Vous avez là une maman qui a tué 2 de ses enfants pour toucher des assurances vie. Le procès de nommée Rose-Marie Louvaux au palais de justice de South-Gauteng à Johannesburg captive toute l'Afrique du Sud à l'époque. Une ex-policière, 46 ans, accusée et devenue l'une des pires tueuses en série familiale d'Afrique du Sud. Pendant des semaines plutôt, la nation retient son souffle, fascinée par l'horreur des crimes et par l'attitude déroutante de l'accusé. En fait, dès les premières audiences, le comportement de Rose-Marie au tribunal choque et ajoute au malaise général. En fait, loin de la posture attendue d'une femme accablée par des accusations aussi graves que ce dont nous venons de parler, Rose-Marie affiche une désinvolture qui est troublante. Elle est coiffée de chignons asymétriques, vêtue de robes de couleur vive, vert vif, châle, elle esquisse des sourires, elle enchaîne des grimaces, elle prend des poses assez étranges et plus troublant encore, elle dresse parfois 2 doigts en signe de V de victoire à l'ouverture des audiences, une frivolité qui contraste quand même assez brutalement avec la gravité des accusations. La posture assez détendue de Rose-Marie semble aussi narguer la cour. Et face à ces accusations, elle s'exprime en tsonga, une des langues officielles d'Afrique du Sud. Elle nie catégoriquement tous les faits. Par exemple, lorsqu'on l'interroge sur les polices d'assurance qu'elle a pu souscrire sur la tête de ses proches, elle nie en bloc. Elle rejette toute responsabilité malgré les preuves accablantes qu'on va présenter. Elle va dire en fait qu'elle n'est pas du tout la personne qui a souscrit l'assurance vie concernant sa sœur. Elle clame toujours en tsanga, la voix dénuée toutefois de toute émotion. Mais au fil des témoignages, un tableau glaçant qui va se dessiner. Entre 2012 et 2017, les proches de Rose-Marie sont morts dans des circonstances suspectes. Chacune des victimes de son insatiable cupidité. Son cousin, sa sœur, son petit ami, sa nièce, son neveu, sa fille, son fils. Tous ont péri sous les coups de matraque, de balles, de strangulation. Pour chacun, elle avait souscrit des assurances vie et funéraires, récoltant environ 118 000 $ de mémoire de son entreprise macabre. L'accusation ne laisse aucune place au doute. La tueuse en série familiale a bâti un véritable empire du crime, usant de la mort comme d'un moyen de financement. Elle a recruté des tueurs en série pour certains de ses crimes, mais elle n'a pas hésité à assassiner de ses propres mains lorsque cela s'avérait nécessaire, comme par exemple pour son neveu. Après des semaines de procès, le verdict est tombé. Et comme vous pouvez le deviner, l'ancienne policière Rose-Marie a été reconnue coupable de 6 meurtres commis entre 2012 et 2017. À cela vont s'ajouter même des condamnations pour incitation au meurtre, tentative de meurtre et fraude à l'assurance. Le juge ne va pas du tout ménager ses mots quand il va annoncer la sentence en fait à Rose-Marie. 6 peines de prison à vie, une pour chaque vie qu'elle a ôtée. 95 ans de prison supplémentaire pour les complots qu'elle a pu échafauder.
Un total de 1,4 million de rentes perçues frauduleusement grâce aux assurances vie qu'elle a pu souscrire, ce qui n'est pas rien du tout. Le procès très largement diffusé en direct va stupéfier même un pays qui est pourtant habitué aux faits divers violents. Le sang-froid de Rosemary face aux accusations les plus terribles, son attitude désinvolte, son absence totale de remords, crée un malaise qui est assez profond, on va dire, dans l'opinion publique sud-africaine. Et cette affaire va rester dans les annales judiciaires comme l'une des plus glaçantes de l'histoire récente du pays. L'affaire Nomia Rosemary Ndlovu restera gravée dans l'histoire criminelle de l'Afrique du Sud comme l'un des cas les plus choquants de tueurs en série familiale. Une femme qui, derrière un uniforme de policière, cachait une âme froide et calculatrice, prête à sacrifier ses propres proches pour de l'argent. Son arrestation et sa condamnation ont marqué la fin d'un règne de terreur, mais son sang-froid face aux accusations continue de hanter les esprits. Comment une mère, une sœur, une compagne peut-elle en arriver là? Cupidité, absence totale d'empathie, manipulation. Cette affaire soulève quand même des questions assez troublantes sur la noirceur de l'âme humaine et sur ces criminels qui vivent parfois parmi nous derrière des visages ordinaires. Mais ce récit n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. En fait, le true crime nous plonge parfois dans ces histoires effrayantes et fascinantes où la réalité dépasse parfois la fiction, si on peut dire. Si vous voulez découvrir d'autres affaires aussi incroyables que celle-ci, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Chaque crime a son histoire et il mérite d'être raconté. Likez, commentez, partagez pour soutenir le travail d'enquête et permettre à ces histoires d'être connues du plus grand nombre. Merci à vous tous de m'avoir suivi jusqu'à ce moment dans cette affaire glaçante et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les abysses du crime. En attendant de se retrouver, bien évidemment, je vous dis, n'oubliez pas de fermer vos portes et vos fenêtres. Bye!